absolue. Emmanuel Macron demande pardon aux harkis et promet une loi de reconnaissance et de réparation. Hier, il a prononcé un discours devant une centaine de leurs représentants à l'Élysée. On l'écoute. Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants à voix haute et solennelle que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. Nous n'oublierons pas. La Seine-Saint-Denis va devenir le premier département de la métropole à expérimenter la renationalisation du RSA. Jean Castex est à Bobigny ce matin pour présenter les modalités de cette expérimentation qui devrait durer 5 ans. Le Premier ministre qui a annoncé le retour du train Perpignan-Rungis, le fameux train des primeurs à l'arrêt depuis l'été 2019. Cette importante ligne de fret reprendra au mois d'octobre. Députés et sénateurs de retour sur les bancs des hémicycles. Début aujourd'hui de la session extraordinaire du Parlement. Les députés se penchent sur le texte réformant l'irresponsabilité pénale, texte présenté après l'affaire Sarah Halimi. Et puis du foot pour terminer, Lens jouera ses 2 prochains matchs à huis clos. La sanction de la Ligue est tombée après les graves incidents qui ont émaillé le derby du Nord Lens-Lille samedi dernier. Et puis l'équipe de France de foot féminine se déplace ce soir en Slovénie dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2023. Le coup d'envoi sera donné à 21h. On débute avec le sénateur du jour, c'est Pierre Laurent qui nous accompagne durant cette demi-heure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes élu de Paris, membre du groupe communiste. On va balayer évidemment ensemble l'actualité. Et d'abord la crise sanitaire, puisqu'hier le gouvernement a donc annoncé qu'un projet de loi serait examiné en Conseil des ministres le 13 octobre prochain. Ce projet de loi qui vise à prolonger le pass sanitaire. Est-ce que vous êtes favorable à la prolongation de ce pass ? On ne connaît pas le contenu de ce projet de loi et le gouvernement est décidément incorrigible. Je rappelle qu'on a fixé, après un débat au Parlement, à la date du 15 novembre, pour pouvoir décider si on allait continuer ou pas, à partir d'un bilan. Bon, là, on n'a pas de bilan présenté devant le Parlement et on nous parle déjà d'un projet de loi et on nous demande si on est pour ou si on est contre. Donc nous, on veut un bilan de ce qui vient de se faire pendant l'été, savoir où on en est, et puis pouvoir discuter de ce qu'il faut continuer ou pas. Mais on ne peut pas nous demander, avant même d'avoir eu ce débat, si on est pour ou si on est contre, c'est-à-dire qu'il faut un premier débat au Parlement dont on ne connaît rien du contenu. Donc on va attendre de connaître le contenu. Avant la présentation de ce projet de loi pour vous ? Ben bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a fixé la date du 15 novembre. Après une discussion, on a dit qu'il faut faire un bilan. Or, on sait qu'il y a beaucoup de questions sur la continuation des procédures actuelles. Il faut les réévaluer et on verra où on en est. Mais sur le principe, vous n'y êtes pas forcément opposé à la prolongation de ce pass si le bilan montre que la crise sanitaire l'exige ? C'est toujours pareil. L'objectif, c'est de protéger les Français, de faire progresser la vaccination par la conviction, en tout cas nous c'est la méthode que nous prenons, par la conviction, continuer à faire progresser la vaccination et regarder là où on n'arrive pas à la faire progresser, pourquoi on ne la fait pas progresser suffisamment. Bon, par exemple, il y a beaucoup de questions sur la jeunesse, est-ce qu'il faut vacciner, à quelle vitesse, comment, mais par exemple il y a parce que vous comprenez, il y a une question qui est maintenant jamais posée, on nous enferme dans des débats, c'est que il est temps maintenant d'évaluer la stratégie de santé publique et la stratégie vaccinale française. Or, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et il faut vraiment les voir. Mais par exemple, la médecine scolaire est en déshérence. On sait que la situation sanitaire de la jeunesse est très problématique, des étudiants et de la jeunesse. Quand est-ce qu'on va discuter de ça ? Mais pas discuter de ça juste de manière globale, parce qu'il y aura d'autres événements sanitaires. Donc il est temps de passer à un autre type de débat, je crois, à la fois traiter ces questions, mais à travers ces questions, avoir un vrai débat sur la stratégie de santé publique.
Et à chaque fois qu'on demande ce débat-là, on nous dit on l'aura plus tard. Non, c'est maintenant qu'il faut avoir ce débat. Et j'espère qu'à partir du 15 novembre, on va pas seulement discuter de savoir si on prolonge ou pas le pass sanitaire, mais qu'on va enfin discuter cette question. Qu'est-ce qu'on fait de neuf pour l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait de neuf pour aller vers toute la population, notamment celle des plus fragiles? Qu'est-ce qu'on fait pour la santé de la jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation à la santé dans le système scolaire? Voilà, toutes ces questions-là devraient être posées, elles ne le sont toujours pas. Donc, à chaque fois, le gouvernement procède pareil, il revient avec un projet de loi, il nous dit c'est oui ou non, point final. Et puis on divise les Français avec un débat qui n'est pas le débat qu'on devrait avoir. On divise les Français, pour vous, et on ne donne pas assez de place au Parlement. Est-ce que vous avez l'impression d'être assez associé à ce qui se passe, à cette stratégie sanitaire? Là, c'est typiquement, on nous dit il va y avoir un projet de loi, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On ne sait même pas ce qu'il y a dans le projet de loi, et on n'a pas de bilan de ce qui vient de se passer depuis le dernier projet de loi. Donc oui, le Parlement n'est pas associé comme il devrait l'être, pour le moment en tout cas. Sur la vaccination, mi-octobre aura lieu un débat au Sénat à la demande des sénateurs socialistes qui souhaitent la vaccination obligatoire pour tous. Est-ce que vous y êtes favorable? Nous, on préfère parler de vaccination généralisée, enfin d'une stratégie visant à généraliser la vaccination, parce que nous pensons que la méthode, c'est la conviction. Donc pas d'obligation pour vous. Les socialistes ont proposé la vaccination obligatoire, et je comprends pourquoi, parce que quand il y a eu l'obligation de vaccination pour certaines catégories de la population et pas pour d'autres, il y avait une incohérence dans ce qu'a proposé le gouvernement. Pour corriger cette incohérence, eux proposent la vaccination obligatoire. Nous, on propose une stratégie nationale de généralisation de la vaccination par la conviction. Mais on aura ce débat et ça peut être un débat intéressant. Et ça veut dire que vous pourriez voter avec des socialistes ou pas? On va en discuter. C'est pas sûr qu'on vote la vaccination obligatoire, je vous le dis, parce que nous, on préfère une autre méthode. L'autre actualité, c'est la crise des sous-marins qui n'en finit pas. Comment vous avez réagi, vous, à la décision brutale de l'Australie de rompre ce contrat de fabrication des sous-marins? La décision américaine, elle est très brutale et scandaleuse. Bon, la méthode est brutale et scandaleuse. Mais je pense qu'il faut tout de suite aller au fond de ce débat. Qu'est-ce que disent les Américains à travers ce qu'ils viennent de faire? Parce que c'est un chantage sur les Australiens qu'ils ont fait pour rompre le contrat et en obtenir un autre. Ils disent, les seuls patrons de l'OTAN, c'est nous. Il n'y en a pas d'autres. Deuxièmement, ils disent, dans la zone Indo-Pacifique, c'est nous les patrons et personne. Et troisièmement, nous sommes les patrons parce que l'ennemi, c'est la Chine. Et il faut maintenant organiser, en gros, l'encerclement militaire de la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Je rappelle que c'est quand même les mêmes Américains qui viennent de donner aux frontières de la Chine le pouvoir aux talibans en Afghanistan. Donc, avec en plus des risques de prolifération nucléaire, puisque l'accord qu'ils ont passé, c'est des sous-marins équipés de nucléaire. Donc c'est très grave. La question qui se pose à la France, c'est pas seulement de quémander une place à cette table-là, c'est de savoir si c'est notre intérêt de suivre les Américains dans cette stratégie d'agression contre la Chine et dans cette stratégie-là Indo-Pacifique dirigée par les Américains. Moi, je crois que c'est ni l'intérêt de la France ni l'intérêt de l'Europe. Donc ça pose des questions. Ça pose la question de l'OTAN. Ça pose la question de l'Europe. Ça pose la question de savoir si notre propre stratégie industrielle en matière de défense doit être tournée vers une course effrénée à l'exportation d'armes. Et je pense que ces questions-là, très sérieuses, je pense que c'est le moment de les débattre. Et si nous ne les débattons pas après un événement comme ça, c'est gravissime. Ça veut dire que pour vous, le fait que la France ne fabrique pas ces sous-marins pour l'Australie, c'est pas forcément une mauvaise chose dans la course à l'exportation d'armes? Non, je dis qu'on équipe l'Australie de ces sous-marins nucléaires avec une visée agressive à l'écart de la Chine est extrêmement inquiétant parce que nous continuons à développer la militarisation d'une zone qui n'en a pas besoin alors qu'il faudrait au contraire avoir de la désescalade dans cette région comme dans les autres régions du monde. On va revenir sur l'OTAN, le problème, c'est pas seulement la compétition pour savoir qui va vendre les sous-marins. Il faut, avant de discuter de ça, il faut discuter les objectifs stratégiques dans la région et dans le monde. On voit bien que sur ça et sur l'OTAN, mais juste, est-ce qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer? Est-ce que vous attendez une prise de parole du chef de l'État sur ce sujet? Bien sûr. Vous comprenez qu'il n'a toujours pas parlé? Mais on a manqué une occasion de le faire. Le président de la République avait ouvert ce débat, je rappelle, quand il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, il y a 1 an. Nous, on avait aussitôt demandé un débat
au Parlement, qui a eu lieu d'ailleurs ici au Sénat à l'époque. Et on a fait les gros yeux à tout le monde. Et puis au bout de 2 mois, plus rien. On s'est à nouveau rangé derrière les mêmes Américains dans l'OTAN. Là, le débat est réouvert. Est-ce qu'on va à nouveau louper l'occasion d'avoir ce débat stratégique? Il faut se poser des questions lourdes. Et sur l'Europe, j'entendais dans votre commentaire que les Européens réagissent très bien, mais est-ce que la stratégie pour les Européens, c'est de construire un système de sécurité collective maîtrisé par eux, ou de continuer à dire que l'Europe de la défense, ça doit être un pilier européen de l'OTAN? Après un geste pareil des Américains, ça vaut quand même le coup d'avoir ce débat-là. On va revenir évidemment sur la question de l'OTAN, mais d'abord sur ce qui s'est passé lors de la rupture de ce contrat. Plusieurs parlementaires demandent des éclaircissements. Des auditions sont prévues d'ailleurs ici au Sénat de la part de la Commission de la Défense. Est-ce qu'il faut aller plus loin et mettre en place une commission d'enquête parlementaire? On va voir tout ça avec notre journaliste Marion Vigreux. Bonjour Marion. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Laurent. Bonjour. Et Marion, on va revenir avec vous sur les demandes qui commencent à apparaître, notamment du côté des parlementaires, suite à cette affaire de sous-marins. Oui, au Parlement, le dossier des sous-marins continue de faire des vagues, si vous me permettez cette expression, et ce sont des demandes de transparence qui émergent chez les parlementaires des 2 chambres. Ce dimanche, Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, évoquait son souhait d'entendre les responsables politiques, et notamment Jean-Yves Le Drian, pour comprendre les responsabilités de l'exécutif. Écoutez, il était chez nos confrères de France 3. Très clairement, il faut savoir si le ministre des Affaires étrangères avait été informé au préalable. Jean-Yves Le Drian. Exactement. Est-ce qu'il y a eu finalement des connaissances de la part des services diplomatiques? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une défaillance? Est-ce qu'il y a eu une négligence? C'est pour cela qu'avec mon groupe Les Républicains, dès mardi, je demanderai en conférence des présidents à ce qu'on puisse installer une commission d'enquête afin de faire toute la lumière sur des dysfonctionnements qu'il y a pu avoir dans la négociation de la diplomatie française et pour savoir comment se fait-il que ce qui était le contrat du siècle devient le fiasco du siècle. Donc on le voit, une commission d'enquête serait en vue à l'Assemblée nationale et au Sénat, ça bouge aussi. Christian Cambon, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, a révélé que 3 auditions auraient lieu d'ici 10 jours. Nous allons organiser un cycle de plusieurs auditions avec le ministre des Affaires étrangères, avec le directeur général de la DGSE et aussi avec l'industriel, avec Naval Group, pour comprendre dans quelles conditions cette affaire s'est aussi mal réglée pour la France. Pourquoi et comment se fait-il que ni nos réseaux diplomatiques, ni nos services de renseignement n'ont eu vent à aucun moment de cette opération? Reste que pour Christian Cambon, une commission d'enquête n'est pas à l'ordre du jour car il estime que le Sénat ne peut pas aller enquêter sur place en Australie ou aux États-Unis. Un point de vue que ne partage pas la sénatrice centriste Nathalie Goulet qui sollicite une commission d'enquête au motif qu'il faut faire toute la lumière sur cette claque internationale. Pierre Laurent, estimez-vous, vous aussi, qu'une commission d'enquête est nécessaire et utile? Je pense qu'une commission d'enquête peut être utile parce qu'elle permettrait sûrement d'y voir un peu plus clair sur comment ça s'est passé, mais je ne voudrais pas que la commission d'enquête soit un dérivatif pour ne pas discuter les questions que je posais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour réduire le débat à savoir si les services de renseignement français savaient ou pas, ont bien informé à temps du risque de rupture. Le problème, il est beaucoup plus grave que ça, si je puis dire. La question aujourd'hui, elle est de savoir si les États-Unis sont des alliés pertinents pour mener les objectifs stratégiques de la France et de l'Europe. Et c'est ce débat politique que moi j'attends. Alors, une commission d'enquête qui nous éclaire un peu plus sur ce qui s'est passé, pourquoi pas? Mais enfin, si c'est pour éluder ce débat politique, et j'entends bien qu'à droite, il y en a beaucoup qui aimeraient éluder ce débat politique. Donc, il ne faudra pas compter sur nous pour éluder ce débat. Mais il y a des sénateurs qui se posent les mêmes questions que vous, Marion. Oui, des sénateurs qui veulent savoir si la France s'est fait berner par ses alliés ou si elle a manqué de vigilance. C'est d'ailleurs l'hypothèse de Gérard Longuet qui pense que la France s'est crue protégée par les accords sur la vente de matériel nucléaire. Et au-delà des leçons à tirer en interne, la sénatrice socialiste Hélène Conway-Mouret demande qu'une réflexion s'engage sur l'attitude des États-Unis et du Royaume-Uni, dont la relation affaiblit désormais la France et le projet de défense européenne. Écoutez-la.
Avec ce partenariat stratégique-là, on voit que les Anglais sont partis avec les Américains et les Australiens. Et de fait, ça crée un fossé avec ce partenaire dont nous ne pouvons pas nous passer en Europe, qu'est le Royaume-Uni. Et puis, ça crée aussi, je pense, un vrai fossé entre ceux qui sont, disons, pas favorables, mais ouverts à la Russie, ceux qui sont ouverts à la Chine. En revanche, ne lui demandez pas s'il faut quitter l'OTAN, comme ont pu l'évoquer certains candidats à la présidentielle, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pour elle, c'est un débat hors sujet qui discrédite l'Hexagone. En tout cas, si l'image de la France et de l'Élysée en ont pris un coup, les États-Unis n'en ressortent pas indemnes non plus. Gérard Longuet prédit d'ailleurs une perte de confiance totale des partenaires de Washington. Je le cite, c'est la France qui prend une claque, mais ce sont les Américains qui la donnent et un allié qui ne leur a jamais fait défaut, sauf au moment de la guerre en Irak. Pierre Laurent, estimez-vous, comme votre collègue Fabien Roussel, qu'il faille quitter l'OTAN? Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Oui, je crois que la question de l'OTAN est posée, parce que si la stratégie de l'OTAN, c'est celle que les États-Unis sont en train d'affirmer, et de manière très brutale aujourd'hui, y compris à l'égard de ses alliés, entre guillemets, est-ce que c'est l'intérêt de la France de continuer à être dans ce sillage-là ? Et moi, je ne crois pas. Est-ce que c'est l'intérêt de tous les Européens de participer à l'encerclement militaire de la Chine pour préparer de cette manière de faire monter la tension dans toute cette région-là? Est-ce que c'est l'intérêt de la France et de l'Europe de s'engager dans cette logique de confrontation? On disait qu'avec Biden, ça allait beaucoup changer par rapport à Trump. Ce que constate tout le monde aujourd'hui, c'est que la politique de Biden semble être en la matière dans la lignée de ce qui s'est fait avec les présidents américains précédents. Donc, il y avait beaucoup de voix qui s'élevaient du temps de Trump pour dire on ne va pas suivre les États-Unis dans cette logique agressive, mais si c'est la même, il faut quand même se reposer la question, même si c'est pas Trump, mais Biden. Or, semble-t-il, c'est la même. Donc je pense que ces débats-là, oui, doivent à nouveau avoir lieu. Et moi, je pense qu'il faudrait réfléchir à un système de sécurité collective en Europe, plus souverain, plus indépendant, avec une vraie souveraineté stratégique des Européens, maîtrisée par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire tourner le dos et entrer à l'inverse dans la confrontation avec les États-Unis, non. Mais retrouver la maîtrise, y compris la maîtrise industrielle de notre souveraineté stratégique militaire. Or, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe et c'est dangereux pour notre sécurité collective à l'avenir. Merci Marion. Merci. À tout à l'heure dans le club. On va passer à un autre sujet d'actualité. Pierre Laurent, Emmanuel Macron qui a réuni hier des représentants de la communauté harkie à l'Élysée, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Il leur a demandé pardon avant d'en parler avec vous. On regarde ce sujet de Jonathan Dupriez. Lors d'une réception à l'Élysée, devant 120 représentants de la communauté des harkis, le chef de l'État a reconnu l'abandon de la République française à l'égard de ces Algériens, recrutés comme auxiliaires de l'armée française entre 54 et 62. Mais Emmanuel Macron est surtout allé plus loin que ses prédécesseurs en leur demandant pardon. Nous n'oublierons pas. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni. Je demande pardon. 6 décennies plus tard, le drame des harkis reste une plaie à vif. Une plaie qu'Emmanuel Macron entend panser, notamment grâce à un projet de loi de reconnaissance et de réparation. Il devrait être voté avant la fin de la session parlementaire en février 2022. Le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet visant à inscrire dans le marbre de nos lois la reconnaissance et la réparation à l'égard des harkis. Je m'y engage. Un geste du chef de l'État, salué par le président du Sénat. Le dossier des harkis, c'est une tâche dans notre histoire. Au fond, notre pays n'a pas donné aux femmes et aux hommes qui avaient fait confiance en la France, qui l'avaient choisi, tout simplement la reconnaissance. Si ces annonces ont été applaudies par les représentants des harkis, une partie de la classe politique, surtout la droite et l'extrême droite, a dénoncé des arrière-pensées électorales du chef de l'État à 7 mois de l'élection présidentielle. Pierre Laurent, est-ce que pour vous, le chef de l'État hier a trouvé les bons mots et surtout au bon moment? Ou est-ce que vous aussi, vous y voyez des arrière-pensées électorales? Je pense qu'il y ait des arrière-pensées électorales, ça me paraît évident, mais le sujet est plus sérieux que ça. Je pense que ça fait 60 ans maintenant que la France n'arrive pas
à regarder en face son passé colonial et son passé colonial en Algérie. Et sa responsabilité à l'égard de toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Les harkis, après la guerre, ont fait partie de ces victimes et après avoir été enrôlés par l'armée française dans la guerre contre les partisans de l'indépendance en Algérie, ont été abandonnés par la France et extrêmement maltraités en France. Mais c'est l'ensemble du dossier qui doit être regardé en face. Et moi, j'attends, au-delà de ce geste, j'attends ce que dira Emmanuel Macron le 17 octobre 61, puisque ce sera cette année le 60e anniversaire de ce terrible événement qui s'est déroulé dans les rues de Paris et qui a vu la police française jeter des centaines d'Algériens dans la Seine, avec un nombre de morts considérable qu'on ne connaît toujours pas très précisément d'ailleurs, et ce que la France dira sur l'ensemble de son passé colonial en Algérie au début de l'année 2022, puisque nous serons là aussi au 60e anniversaire des accords d'Évian en mars. Voilà. Donc je pense que c'est l'ensemble. Je pense que c'est l'ensemble du dossier, parce que il ne faut surtout pas opposer les mémoires. Il faut un regard global et lucide sur ce qu'a été le passé colonial de la France et reconnaître notre responsabilité à l'égard de toutes les victimes du peuple algérien. On va continuer à parler de ce sujet. On va voir comment le discours du chef de l'État a été perçu du côté de Perpignan. On va retrouver Pierre Mathis. Bonjour Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du journal L'Indépendant et vous revenez bien sûr dans l'Indépendant ce matin sur ce discours du chef de l'État. Oui, bien sûr, parce que vous savez qu'ici, dans les Pyrénées-Orientales, la question des harkis, elle est quand même assez prégnante. Il y avait ici, dans les PO, à Rivesaltes, un camp où de nombreux harkis ont été accueillis après la guerre, dans lequel ils se sont réfugiés. Des quartiers, par exemple, de la ville de Rivesaltes, à côté, ont été construits spécialement pour les harkis, un petit peu à l'extérieur de la ville. Bon, donc on donne la parole aussi à quelqu'un qui a vécu dans ce camp-là et qui, on va dire, on est encore dans une certaine forme de méfiance y compris sur ces annonces-là. Vous savez, la mémoire, elle est à vif et les plaies, elles ne vont pas se refermer aussi facilement. Ouais, donc méfiance du côté des Pyrénées-Orientales, c'est à lire évidemment ce matin dans l'Indépendant. Autre sujet à lire, c'est à la une d'ailleurs de l'Indépendant, ça concerne la restructuration de la cité judiciaire de Perpignan et Jean Castex a confirmé le projet. Oui, alors c'est un très vieux dossier sur Perpignan. C'est une affaire qui dure depuis longtemps. Pour résumer, le palais de justice, il est très ancien, il est obsolète et il faut en construire un nouveau. Là, tout le monde est d'accord là-dessus, mais le problème, c'est de savoir où. Et là, il y a une partie de ping-pong entre les services de l'État, les possibilités, les problèmes d'inondation en centre-ville, etc., etc. C'est un sujet qui est important pour les gens qui travaillent pour la justice parce qu'ils ont besoin de meilleures conditions de travail, mais aussi pour le développement de la ville et de son centre-ville. Et bien finalement, c'est Jean Castex qui, aujourd'hui, hier en tout cas, s'est engagé à signer un engagement de l'État pour que cette fameuse cité judiciaire continue d'être en centre-ville, anime le centre historique de Perpignan. Et en s'appuyant sur des études nouvelles. Ce qui est intéressant de voir, c'est l'implication du Premier ministre sur un dossier éminemment local et de développement local. Et autre implication du Premier ministre sur un dossier, ça y est, c'est confirmé, c'est le retour du train des primeurs. Oui, voilà. Donc, alors c'est à la fois local et puis ça concerne les trains. On sait que Jean Castex est très concerné par la question du transport ferroviaire. Donc là, c'est le fameux train primeur qui allait de Rungis à Perpignan. On produit des fruits et légumes à Perpignan et on les amène dans la région parisienne. Et donc ce train primeur, il a pour objectif très simple, c'est d'éviter qu'il y ait trop de poids lourds sur les routes. Et donc on est dans un développement à la fois économique et puis écologique et la construction d'alternatives à la route. Pierre-Laurent, c'est une bonne nouvelle ce retour du train des primeurs. On en avait beaucoup parlé, cette ligne de fret Perpignan-Rungis. C'est une bataille que nous menions depuis très longtemps. Nous étions vent debout contre l'abandon de ce train. Les communistes, la présidente du Conseil général du Val-de-Marne
communiste avait beaucoup investi dans la modernisation de la gare de Rungis, et donc l'abandon de ce train était une aberration. Et d'une manière générale, le développement du fret ferroviaire à la place du transport routier, c'est un enjeu écologique majeur et on est très très loin d'investir au niveau où il faudrait le faire en la matière. Donc oui, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour vous. Merci Pierre Mathis. On revoit la une de l'Indépendant aujourd'hui. Tribunal, Castex confirme le projet en cœur de ville. C'est à la une de votre journal. Merci Pierre et à très vite. On va terminer en parlant de politique. Ça y est, on y voit un petit peu plus clair à gauche. On parlait déjà un peu politique. Oui, voilà, on va parler présidentielle. Allez, pour tout vous dire, on y voit un peu plus clair à gauche. Anne Hidalgo est donc officiellement candidate. On connaît les deux finalistes de la primaire écologiste. Est-ce que le nom du vainqueur de la primaire écolo, ça peut changer quelque chose dans la stratégie du PC ou pas du tout ? Non, nous sommes favorables à un dialogue avec les écologistes. Et Julien Bayou, d'ailleurs, était à la Fête de l'Humanité il y a quelques jours. Bon, on n'a pas à intervenir dans le choix, c'est une primaire. Moi, je suis pas, et les communistes ne sont pas inscrits dans la primaire écologiste. Mais un dialogue qui peut mener à quoi ? Est-ce que quoi qu'il arrive, Fabien Roussel sera sur la ligne de départ le 10 avril prochain ? Ah bah oui, ça, chacun a compris que les différentes familles de gauche allaient pour partir à cette élection présidentielle. Je pense que le débat sur le fond est très important. Je vais prendre un exemple, parce que c'est ça l'enjeu, c'est comment on va concilier l'enjeu écologique avec les grands enjeux de lutte contre les inégalités sociales, avec les enjeux de réindustrialisation du pays, d'une nouvelle industrialisation, de relocalisation. Comment on marie tout ça ? Là, il y a un débat entre les différentes familles politiques, les différentes familles de la gauche. C'est un débat intéressant. Par exemple, il faut faire de la transition de l'habitat, et en ce moment, les prix de l'énergie sont en train de s'envoler. Il va falloir concilier une maîtrise public des prix de l'énergie avec une politique très ambitieuse de rénovation de l'habitat. Comment on fait ça ? Les communistes ont des propositions, les écologistes en ont, j'espère, sur un sujet aussi majeur. D'autres familles peuvent en avoir. Nous, on aimerait débattre de ça pour voir comment la gauche va converger dans ses efforts. Et nous avons avancé l'idée. Il faut un débat avec tous les candidats à la candidature à gauche. Non, mais parce qu'il faut construire ce que nous, on a appelé dans la décision, quand on a pris la décision d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, on a dit qu'il faut construire en même temps un pacte d'engagement commun entre les familles de gauche, parce que les lois que nous voterons au Parlement, il faudra les voter ensemble. Donc il y a des sujets sur lesquels il faut construire les engagements communs qui pourraient être les nôtres, voilà, faire converger les efforts qui vont être déployés par les uns et par les autres pour faire remonter la gauche à un niveau nécessaire pour gagner l'élection présidentielle et les législatives. Sauf qu'à la présidentielle, si on vous comprend bien, ça sera chacun dans son couloir. Est-ce que du coup la gauche, elle va pouvoir peser ? Mais oui, j'espère que la gauche va pouvoir peser. Sinon, on ne part pas à l'élection présidentielle. Et nous, on y part pour qu'elle pèse avec des idées de gauche qui soient fortes dans le pays. Bon, vous savez, on est très loin encore de l'élection présidentielle. On ne connaît même pas la liste de tous les candidats. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, il faut être optimiste. En tout cas, essayer d'être offensif et combatif. Et ce sera le mot de la fin. Merci Pierre-Laurent. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on reviendra sur les 20 ans de la catastrophe d'AZF. Il y a 20 ans, jour pour jour, on sera à Toulouse où a eu lieu l'explosion. On sera avec Éric Berger de la Dépêche du Midi. Et Pierre-Laurent, vous allez maintenant laisser votre place à notre invité politique, c'est Aurore Berger qui nous rejoint. Merci d'avoir été avec nous. Bonjour Aurore Berger, merci beaucoup d'être notre invitée ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée des Yvelines, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et en étant